Bonjour Bonjour à à tous. toutes et tous. Bonjour. On va attendre une petite minute, le temps que tout le monde puisse avoir le temps de se connecter pour entamer le webinaire. Donc, bienvenue encore une fois à toutes et tous dans ce webinaire Interpol de présentation de 2 appels à projets, donc Grand Lieu d'Innovation et Sésame Filière de France 2030. Donc on organise quelques événements annuellement en Interpol pour mutualiser nos écosystèmes, mutualiser également nos équipes au profit de la promotion d'appels à projets comme ceci. Donc aujourd'hui, il y a Aztec, Cap Digital, Cosmetic Valley, Finance Innovation, Nextmove, Medicine et Systématique qui se sont joints pour cet événement avec le décryptage de la région Île-de-France et notamment de Lucas Verdon et Magdalena qui sont chargés de mission à la région Île-de-France et qui vont nous présenter ces 2 appels à projets. Donc aujourd'hui, on est dans la 6e vague de ces appels à projets pour des clôtures respectives le 24 et le 30 octobre. Donc pour rappel, la session va être enregistrée. Donc vous allez avoir le replay et également le PDF de la présentation qui vous sera envoyé. Vous pourrez le télécharger à la fin normalement. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. On prendra le temps d'y répondre au fur et à mesure de la présentation. Et voilà, je laisse la parole du coup à Lucas Verdun et Magdalena pour la présentation des appels. Merci beaucoup, Denisa. Bonjour à tous. Donc, on est ravis avec Magdalena de pouvoir vous présenter aujourd'hui 2 appels à projets qui sont en partenariat Région et France 2030. Donc, Grand Lieu d'Innovation et Sésame Filière. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir vous présenter un peu les objectifs, les modalités, le public cible. Vous ayez un peu toutes les billes possibles pour savoir déjà si ça peut correspondre à l'un de vos projets. Et puis, si c'est le cas, comment faire et qu'est-ce qu'il faut attendre de ces appels à projets-là. Donc moi, je me présente rapidement. Je m'appelle Lucas Verdon, je travaille à la région Île-de-France. Je suis sur tous les sujets de lieux d'innovation. Donc ça va être à la fois le soutien des plateformes de R&D, des usines pilotes, des incubateurs, des accélérateurs, tout l'immobilier un peu innovant qui peut permettre d'accompagner des acteurs économiques pour croître, pour expérimenter, pour prototyper. Et je ferai ce webinaire avec Magdalena du coup. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Merci pour votre intérêt pour ces appels et au pôle pour l'organisation. Donc moi, je suis également chargée de mission au sein de la région Île-de-France sur des sujets recherche et innovation et notamment sur tout ce qui est équipement scientifique et plateforme, dont l'appel Sésame Filière dont on va parler aujourd'hui. Donc pour entrer dans le vif du sujet, peut-être déjà vous présenter un peu ces 2 appels à projets en grosse maille. Donc en fait, Sésame Filière et Lieu d'innovation, nous on les présente ensemble avec Magdalena parce que ce sont 2 appels à projets qui sont assez complémentaires. Les 2 en fait s'inscrivent dans le cadre de France 2030. Et dans le cadre de France 2030, il y a eu la volonté par l'État de pouvoir régionaliser un certain nombre de fonds. Et donc ces 2 appels à projets-là ont été construits avec France 2030 pour pouvoir allouer des fonds à la fois régionaux et à la fois étatiques sur des projets d'innovation. L'idée, que ce soit aussi bien Sésame ou Grand Lieu d'innovation, pour nous, régions, c'est de pouvoir soutenir le développement, la structuration et la compétitivité de nos filières stratégiques pour rendre l'Île-de-France plus innovante et plus compétitive. Le partenariat entre l'État et la région, il se traduit concrètement par en fait un apport financier équivalent. Donc le financement Sésame ou le financement Grand Lieu d'innovation sera à 50% État, 50% région. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on ouvre des vagues pour candidater et déposer un dossier à peu près tous les 2 ans chaque année, 2 fois par an. Ça va dépendre aussi nous du flux de projets qu'on observe. Mais en tout cas, voilà, depuis que les 2 appels à projets sont ouverts, on organise à peu près 2 vagues par an. Et donc là, vous êtes sur la 2e vague de l'année 2024. Sur ces 2 vagues, je rappelle enfin aussi les dates de clôture. Donc sur Grand Lieu d'innovation, cette 6e vague va clôturer le 28 octobre. Et sur Sésame Filière, cette 6e vague clôturera le 30 octobre. Quel est l'objectif en fait de ces appels à projets ? Pour nous, c'est de pouvoir, on le disait, renforcer la compétitivité de la région Île-de-France. Donc c'est de se positionner en tant que projet qui répond à ces appels à projets-là sur une filière donnée, en tout cas sur une problématique que rencontre la filière francilienne ou nationale et que vous souhaitez résoudre.
L'idée, c'est de pouvoir en fait, via le Sésame ou le lieu d'innovation que vous allez proposer, avoir un effet d'entraînement sur l'ensemble du territoire francilien et des impacts même finalement à l'échelle nationale. L'autre grand sujet qui sera vraiment important pour nous dans l'analyse de vos projets et de vos demandes de soutien, ça sera l'autonomie financière du projet. Ce sera très important de montrer que ces projets-là, même si on est sur des projets parfois assez amont, très innovants, il faut quand même qu'ils trouvent leur modèle économique sur le moyen terme. Donc à horizon 2-3 ans, il faut que le projet puisse avoir des sources de revenus stables, qui puissent en fait être autonomes progressivement vis-à-vis du soutien public. En fait, nous, ce qu'on finance avec Sésame ou Grand Lieu d'Innovation, c'est l'amorçage de ces lieux-là, de ces espaces. Mais après, charge à vous de trouver justement le modèle pour qu'ils se pérennisent dans le temps. Sur les domaines qu'on cible, très simplement, ça va être les filières stratégiques de la région Île-de-France, dont la liste est ici présentée, que vous pouvez retrouver sur Internet et que les pôles connaissent très bien. Donc rapidement, on a les deep tech, la santé et le soin, tout ce qui va être aéronautique spatiale défense, toutes les problématiques de mobilité, avec notamment l'automobile, tout ce qui va être transition écologique, éco-construction, énergie verte et décarbonée. Et puis après, de manière un peu large, le numérique, le luxe et la cosmétique, et puis tous les sujets agri, agro, food tech, nutrition. Je vais maintenant laisser Magdalena vous présenter plus en détail ce qui est attendu sur Sésame Filière. Merci Lucas. Donc effectivement, sur l'appel Sésame Filière, on a plusieurs types de projets possibles, dont les projets prioritaires vont être des plateformes technologiques qui vont venir répondre, comme on l'a dit, c'est le cœur de ces appels, aux besoins de la filière, que ce soit en termes d'accéder à des moyens de pointe, de haute technologie qui sont très coûteux et donc difficilement supportables par ce type d'entreprise. Donc ça va permettre à ces acteurs de la filière de réaliser des recherches, des développements, de tester, améliorer leur innovation, d'établir des preuves de concept. Donc là, on est plutôt dans de l'accès à des moyens et on a également un autre type de projet possible qui sont des projets intégrés, donc avec un volet R&D qui vont permettre de développer des nouvelles technologies qui vont servir à l'ensemble de la filière derrière et avoir un impact transformant pour cette filière. Et donc, pour ce type de projet intégré, il faut impliquer au moins un établissement de recherche publique aux côtés d'une PME et ETI. Alors, comme on le verra, ce sont des établissements qui ont une place prépondérante pour cet appel. Donc, si on compare un petit peu au paysage des autres appels, notamment le Sésame plus classique de la région Île-de-France, où on part sur des équipements scientifiques pour la recherche, donc on est plutôt sur une approche qui est bottom-up, c'est-à-dire qu'on va développer des technologies et ensuite voir les applications dans les différentes filières. Ici, on est plutôt sur une approche top-down où il y a ce besoin de filière et on va venir y répondre et apporter ce soutien aux entreprises. D'autres types de projets sont possibles, de mettre en commun des compétences pour permettre à ces types d'établissements, à la fois publics et privés, de mutualiser leurs travaux de recherche et de développement commun, ou également des outils collaboratifs qui n'ont pas forcément une vocation technologique, également rassemblant toujours ce côté public et privé. Donc, sachant que les deux premiers sont prioritaires. Peut-être une précision aussi par rapport aux filières stratégiques que Lucas vous a présentées juste avant. Il peut y avoir des projets qui sont transverses sur plusieurs de ces filières, notamment sur les plateformes. On a par exemple, on vous citera quelques lauréats, mais des projets qui sont dans le domaine des capteurs. Vous voyez bien que ça peut se retrouver dans plusieurs filières parmi celles citées. Donc, je vais repasser la parole. Magdalena. Sur Grand Lieu d'innovation, vous l'avez compris, Sésame, on va être plutôt sur les laboratoires de recherche. C'est pour ça qu'on disait qu'ils sont complémentaires. Sur Grand Lieu, on va être plutôt sur le soutien des acteurs économiques et plutôt des entreprises. Ce qu'on cherche en fait via Grand Lieu d'innovation, très concrètement, c'est de pouvoir développer des lieux très innovants, de l'immobilier en fait à forte valeur ajoutée, qui va prendre la forme soit d'unités industrielles partagées ou de plateformes de services. Donc, on va être sur des usines ouvertes, des lignes d'assemblage ouvertes ou des plateformes de R&D collaboratives. Ça va être aussi de manière plus générale tout ce qui va être équipement et compétences techniques ou méthodes et outils collaboratifs qui vont permettre à des tiers, souvent des startups, des porteurs de projets, des PME industrielles innovantes, de pouvoir avoir accès en fait à tout un tas d'outils et de compétences pour soit faire de la mutualisation de travaux de R&D,
soit parfois conduire des preuves de concept, faire des tests, de l'expérimentation, du prototypage. Ça va être tout ce qui va permettre en fait à ces acteurs-là globalement de passer à l'échelle ou d'éprouver une technologie. Et donc en fait, si on présente des grands lieux d'innovation qui ont été financés, on va retrouver des Fab Labs, des démonstrateurs industriels, des plateformes de R&D, des sites d'essais et d'expérimentation. Ça peut être aussi des bancs d'essais partagés. Ça peut aussi prendre la forme sur certaines filières données, par exemple d'un incubateur ou d'un accélérateur. On a pu aussi enfin financer par exemple des lieux d'open innovation, par exemple portés par un grand groupe qui cherche justement à collaborer avec les petits acteurs de sa filière sur des sujets très innovants. Sur le public cible, là aussi, on a des spécificités et des points communs entre Sésame et Grand Lieu d'Innovation. Je vais laisser Magdalena d'abord vous parler de Sésame. Oui, donc comme on l'a évoqué tout à l'heure, donc déjà on est sur un porteur unique pour ces projets Sésame Filière France 2030, qui bien sûr doit être implanté sur le territoire. Et ça va être prioritairement, et là c'est vraiment une spécificité aussi de la région Île-de-France, puisque vous avez des appels comme ça filières dans d'autres régions, mais la région Île-de-France a choisi de baser ces plateformes mutualisées et cette réponse aux besoins des filières sur ces établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc, ils sont prioritaires pour porter ces projets. Éventuellement, on sait qu'il y a certains établissements qui ont aussi d'autres types de statuts juridiques, d'autres entités type des filiales, des structures de transfert de valorisation qui peuvent aussi répondre en tant que porteuses, éventuellement une entreprise. Mais dans ce cas-là, il est essentiel que les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche du territoire soient fortement impliqués dans ces entités, que ce soit en termes de gouvernance ou de financement. Donc voilà, c'est le principe général à retenir sur les porteurs Sésame Filière. Un seul porteur qui est soit directement enseignement supérieur et recherche, ou en tout cas en lien très fort. Et on va avoir globalement les mêmes principes sur le Grand Lieu d'Innovation. Là aussi, c'est un répondant unique. Et c'est prioritairement et quasi exclusivement une entreprise. Alors, peu importe sa taille, bien sûr, vu l'envergure des projets, on retrouve en fait souvent des ETI ou des grands groupes qui portent ces projets-là. Ou alors, ça peut être une fédération professionnelle ou même un pôle de compétitivité qui porte le projet. Globalement, nous, on vise donc du coup une entreprise qui est en capacité financière de porter ce projet-là. Elle peut être associée avec d'autres, mais en tout cas, le répondant, là encore une fois, sera unique. Il n'y aura qu'un bénéficiaire de la subvention. Éventuellement, il peut y avoir sur le Grand Lieu d'Innovation des organismes de recherche ou de transfert de technologie, des sociétés d'économie mixte ou une collectivité, mais on a toujours le sujet du modèle économique à trouver et du fait que ce lieu-là doit associer principalement des entreprises et être à leur bénéfice. Et typiquement, on a pu avoir des acteurs comme des instituts de recherche technologique ou comme le CEA aussi, par exemple, qui sont un peu à cette frontière entre la recherche appliquée, on va dire, et le développement économique. Et donc, pareil, que ce soit Sésame ou Grand Lieu, un répondant unique, ce qui n'empêche pas, et ce que vous dites aussi Magdalena, d'avoir des logiques de consortium, de partenariat, de prestations, de sous-traitance. Tout ça, c'est possible. Mais nous, région, on nous verse l'argent, et l'État, c'est pareil, qu'à un seul bénéficiaire juridique. Je te repasse la main, Magdalena. Merci. Donc, pour illustrer ce que j'ai présenté tout à l'heure sur les exemples de projets, ce sera peut-être plus concret ainsi, avec les lauréats de la 4e vague. Donc là, comme Lucas l'a dit, on est dans la 6e, la 5e est en cours de sélection. Donc ces lauréats sont au nombre de 3. Ils avaient été présentés à l'occasion des 30 ans Sésame, alors Sésame classique, qui marque le fort investissement de longue date de la région Île-de-France dans les équipements scientifiques. Donc ces 3 lauréats, il y en a 2 parmi la filière santé. Donc en support Autonomia qui est porté par Sorbonne Université, qui propose des espaces de vie reconstitués qui vont permettre d'évaluer des solutions pour les personnes en perte d'autonomie, donc que ce soit lié à l'âge ou au handicap, et donc qui est situé à l'hôpital Charles-Foix à Ivry, et qui est une unité mixte de services en fait entre pour toujours continuer à illustrer ce que Lucas disait juste avant. Donc, je passe à Malik avant de revenir à EPROM. Donc, Malik, le second projet santé qui a été soutenu au titre de la vague 4 de Sésame Filière, lui est localisé à l'hôpital Marie-Lannelongue, au Plessis-Robinson. Il propose un tiers-lieu d'expérimentation entre médecins et ingénieurs pour le développement et l'évaluation de nouveaux dispositifs médicaux, avec notamment
un accompagnement en particulier sur l'éco-conception, et ils sont en partenariat avec Centrale Supélec et la SAD Paris-Saclay. Donc vous avez ce porteur unique, et puis souvent en support, alors partenaire ou sous-traitant, voilà, c'est une histoire de contractualisation derrière, mais en tout cas qui apporte des compétences complémentaires au service de la filière. Donc pour ces 2 projets santé, il y a eu 2 millions d'euros chacun de subventions allouées. Petite précision aussi pour Malik, il est porté par une fondation, donc qui est celle de l'hôpital Saint-Joseph, qui inclut aussi l'hôpital Marine-Lannelongue. Et enfin, un projet cette fois-ci dans la filière aéronautique spatiale et défense, mais avec une technologie qui peut être transverse et qui va répondre plus spécifiquement aux besoins de cette filière. C'est un projet qui porte sur la fabrication additive métallique et donc qui permet, entre autres, de cofinancer un équipement qui n'existe pas aujourd'hui en Île-de-France avec cette technologie laser fill qui sera à l'échelle pré-industrielle. Et donc, outre cet aspect fabrication, ça va être couplé à une approche santé-matière, donc c'est-à-dire l'analyse des performances du matériau pour des pièces de petite taille à haute valeur ajoutée qui sont essentielles à cette filière. Donc ce projet a eu une subvention d'1 million d'euros et est porté par l'École nationale supérieure des mines, avec également sa filiale en partenariat. Sur Grand Lieu d'Innovation, on vous a présenté un seul exemple, mais qui est vraiment l'exemple archétypal, on va dire, des projets qu'on soutient. C'est le projet InnoBSM qui est porté par Inventec Performance Chemicals. Donc, c'est une société du groupe Dehon qui a, grosso modo, le statut de TI. Ce qui est intéressant, c'est que, premièrement, on était sur une filière stratégique de la région Île-de-France, donc sur toutes les problématiques d'industrie et d'industrialisation, et notamment de la filière électronique et semi-conducteurs. Donc, premier sujet, on répond à une des filières de la région Île-de-France, et en plus, on s'inscrit d'ailleurs dans des problématiques même nationales de souveraineté portées par France 2030. Deuxième sujet, on a un acteur qui le porte, qui est expert sur son sujet, qui est en capacité financière de porter le projet sur le long terme, et qui a une expertise en plus en la matière. C'est-à-dire qu'il peut apporter des éclairages à des utilisateurs qui sont peut-être moins rompus à cet univers-là. Troisième sujet, c'est l'idée de se dire on ouvre une ligne d'assemblage électronique à l'extérieur. Donc on l'ouvre avec des formats soit de collaboration, de partenariat ou de prestations payantes, mais c'est l'idée de se dire on a un équipement dans un lieu qui est ouvert à l'extérieur et donc qui est dédié aux acteurs de la filière électronique qui vont pouvoir justement venir sur cette ligne d'assemblage. Et vous savez aussi bien que moi qu'une ligne d'assemblage en propre, c'est très cher et coûteux à avoir. Donc justement, là, il y a tout l'intérêt du Grand Lieu d'Innovation. Et ces acteurs économiques-là, donc qui sont notamment des startups ou des jeunes PME, vont pouvoir du coup tester, mettre en œuvre pas mal de leurs projets sur cette ligne d'assemblage électronique. Et il y a notamment tout un focus qui est fait avec Inventec sur développer des produits qui vont être éco-conçus et donc avoir un impact environnemental moindre. Donc là, vous avez un peu toutes les cases d'un grand lieu d'innovation. On est en Île-de-France, on s'adresse d'abord à une filière francilienne, mais en fait, on a un impact national. On est sur des sujets d'innovation et on est sur un lieu qui propose un équipement particulièrement innovant, très dur de l'avoir accès en propre et qui en plus va accompagner ses utilisateurs. Donc ça, c'est un bon exemple d'un grand lieu d'innovation. Sur le type de soutien financier, qu'est-ce que vont apporter finalement Sésame et Grand Lieu? Je te laisse commencer, Magdalena. Oui, merci. Donc, je vais commencer par vous préciser une évolution qu'il y a eu sur Sésame Filière qui existait déjà dans le précédent PIA, le PIA 3. Donc, sur ce volet précédent, l'aide qui était attribuée pouvait être à la fois sous forme de subvention et d'aide d'avance remboursable. Donc, ceci a évolué dans France 2030 où on est uniquement sur une aide sous forme de subvention. Alors, quel va être le montant de cette aide? Eh bien, elle va permettre de couvrir maximum 50% des dépenses éligibles, donc le total devant être compris, devant être d'au moins 1 million. Il y a un seuil de calcul qui est fixé à 5 millions, puisque l'aide qui sera apportée ici à 50% à parité État-région, ne pourra pas dépasser un montant absolu de 2,5 millions. Après, le coût global du projet, lui, peut dépasser ce coût de 5 millions. Donc, si on résume, minimum 1 million de dépenses totales éligibles et une aide de 50% sous forme de subvention jusqu'à un maximum de 2,5 millions, même si l'assiette va au-delà.
Sur Grandlieu, là, on va être sur un mix entre de l'avance remboursable et de la subvention. Pourquoi? Parce que comme on est sur des projets qui sont peut-être plus en aval et plus dans le monde économique, enfin encore plus en tout cas, là, il est peut-être plus facile de trouver un modèle éco avec justement de la prestation et de la rémunération. Donc du coup, nous, on part sur un mix subvention avance remboursable. Quels vont être les financements? C'est le même principe que sur Sésame, donc c'est 50% des dépenses éligibles. Et on vous les présentera juste après. Le montant de ces dépenses-là, il doit être minimum d'1 million, c'est-à-dire qu'on veut des projets d'envergure qui engagent plus d'1 million de dépenses. Et nous, maximum, on ira à hauteur de 2 millions. Donc, un projet à 5 millions, on ira maximum à 2 millions. Un projet à 2 millions, on ira maximum à 1 million. Voilà, vous avez à peu près les ordres de grandeur. Sur justement le type des dépenses éligibles, là, il y a des spécificités et des différences assez fortes entre Sésame et Grandlieu. Donc pour Sésame, on a 2 types d'annexes financières possibles. Alors c'est pas précisé ici sur la diapositive, mais celle qui est obligatoire, c'est la première que vous voyez, donc composante structuration, animation de filière et ou création de plateforme. Donc ça permet d'intégrer des dépenses de personnel, donc de ce personnel qui va animer, gérer la plateforme au quotidien, des investissements matériels qui sont nécessaires aux travaux de la filière. Alors c'est un achat qui doit se faire après la date de clôture, a posteriori, si on parle de la période d'éligibilité, des dépenses d'animation, communication, type salon professionnel, etc., qui sont nécessaires à mobiliser les acteurs de la filière et faire connaître cette plateforme pour qu'ils puissent y accéder et en bénéficier. Et puis des dépenses d'aménagement des locaux, par exemple nécessaires à à l'installation des investissements matériels de diverses machines, etc. Une composante ensuite R&D qui est optionnelle, qui peut venir en complément de la filière, mais qui ne peut pas être uniquement R&D dans ce type de projet, qui va inclure là aussi des salaires de personnel, donc plutôt scientifiques et techniques pour mener ces travaux de recherche et développement, auxquels on ajoute 20% de frais généraux, des achats de consommables pour mener ces projets de recherche, quelques prestations externes et de sous-traitance, et toujours des équipements, mais cette fois-ci qui sont possibles sous le format de l'amortissement, dans la mesure où ils ont été acquis récemment, c'est-à-dire dans l'année écoulée et au prorata de leur utilisation sur le projet, ou également d'autres types d'investissements, mais non récupérables, qui dans ce cas-là sont pris en compte pour leur coût d'achat hors taxe. Donc, quelques précisions également sur ces points, notamment les dépenses de personnel titulaire, permanent, qui peut être aussi un autre terme utilisé. Il ne faut pas que dans chacune de ces annexes financières, elles dépensent 30% des dépenses éligibles. Donc, le tout doit faire minimum 1 million. Comme on l'a vu juste avant, on peut dépasser la limite de 5 millions, mais l'aide obtenue à 50% en subvention sera malgré tout plafonnée à 2,5 millions. Et tout ça sur une durée de 36 mois maximum pour les projets. Merci beaucoup. Sur Grandlieu d'innovation, là, on va être sur des dépenses éligibles d'investissement au sens propre du terme. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va être des études, mais qui sont déjà des études opérationnelles. C'est-à-dire que vous avez déjà fait la programmation et vous avez déjà l'ambition du lieu. Ça va être juste après de pouvoir réaliser un concours d'architecte ou des études de FESA. Mais en tout cas, on est sur vraiment des études au stade projet et pas du tout au stade de définition des besoins ou de la programmation. Et après, de manière beaucoup plus classique aussi, on peut intégrer tout ce qui va être le coût d'aménagement des locaux, de l'investissement matériel et immatériel, donc des équipements, des machines, des ordinateurs, des solutions digitales. On peut aider à financer aussi les logiciels que vous mettez en place dans vos espaces. À la marge, on vient quand même financer un peu de fonctionnement, donc des frais de personnel, parce qu'on est conscient que si ce lieu-là doit être ouvert, recevoir du public, accompagner des acteurs économiques, il faut bien sûr de l'animation, de la gestion pour faciliter tout ça. Ça sera à 15% maximum des dépenses éligibles. Et sincèrement, plus les projets présentent des dépenses de fonctionnement, donc de personnel importantes, moins ça nous rassure parce qu'on se dit que justement, du coup, le modèle économique n'est pas forcément stabilisé. Tout ce qui va être remplacement de matériel ne sera pas éligible et vous ne pourrez pas non plus valoriser du matériel déjà acheté comme apport en nature. Nous, le cofinancement qu'on attend, c'est vraiment des fonds propres, ou du cash, entre guillemets, en face de la subvention région-État. Sur les dépenses, on vous l'avait déjà dit, il faut minimum 1 million de ce type de dépenses-là. Et nous, on viendra en financer 50% au maximum
sur un plafond de 2 millions d'euros. Sur les modalités maintenant, processus de sélection, les critères, la temporalité. Ce qui se passe d'abord quand vous déposez un dossier, que ce soit Sésame ou Grand Lieu d'Innovation, vous avez une première recevabilité financière par BPI et vous verrez les deux dossiers, que ce soit Sésame ou Grand Lieu, il y a un certain nombre de pièces qui est demandé pour justement justifier de la stabilité, de la santé financière de votre entreprise. Donc tout ça est instruit par BPI et ça peut faire déjà l'objet d'un premier go, no go, si BPI estime que votre projet et en tout cas votre entreprise est trop fragile pour le porter. Derrière, ensuite, il y a un jury. Donc, c'est des jurys différents pour Sésame et Grand Lieu d'Innovation. Et ces jurys-là, justement, parcourent vos dossiers, les challenges, etc. Si nécessaire, et c'est d'ailleurs souvent le cas, on organise des auditions pour vous entendre de vive voix sur votre projet, poser les questions aussi sur lesquelles on n'a pas eu de réponse dans le dossier. Et puis après, le comité Sésame se réunit, le comité Grand Lieu se réunit, et là, ils arbitrent sur les montants finalement d'aide attribuée, sur aussi les points d'attention qu'il faudra avoir dans le développement des projets. Le SGPI, donc plutôt côté État, va lui approuver ou pas, en tout cas poser aussi là ses arguments par rapport aux décisions du jury. Et puis après, vous serez prévenu et vous pourrez contractualiser avec BPI. Donc en tout cas, s'il n'y a pas la première étape de recevabilité financière avec BPI, non, notre instruction s'arrêtera là. Donc c'est vraiment important de ne pas négliger cette étape-là aussi, si vous voulez qu'on regarde votre dossier avec attention. La recevabilité, c'est comme je vous le disais, de pouvoir avoir une structure qui a une solidité financière suffisante. Et puis après, bien sûr, faut répondre aux objectifs de Sésame ou aux objectifs de Grand Lieu. Donc il faut aussi être complet au sens administratif. Ça, on le dit, on le répète. On voit encore des dossiers où il n'y a pas toutes les pièces. Et ça, en tant qu'instructeur, finalement, ça pénalise l'instruction qu'on va faire du dossier. Et puis là aussi, on vous le disait, il y a des dépenses qui sont éligibles, d'autres qui ne le sont pas. Ça sert à rien de passer en force. Nous, on les rendra pas éligibles non plus. Donc il faut vraiment s'inscrire dans le cadre de ces appels à projets-là. Et puis de toute façon, vous aurez nos contacts à Magdalena et moi, vous avez les contacts chez BPI. Donc nous, on vous invite surtout à limite poser quelques questions avant d'envoyer vos dossiers, plutôt que d'attendre et de voir si ça passe ou pas. On est là pour vous aider justement à déposer des bons projets. Sur les critères d'évaluation, on va avoir les mêmes, que ce soit Sésame ou Grand Lieu. On va prendre avec plus ou moins d'intensité, mais globalement, ça va être le positionnement par rapport à nos filières et nos domaines d'innovation. Ça va être la qualité scientifique du projet, beaucoup plus regardée d'ailleurs côté Sésame. Ça va être par exemple le degré de maturité ou la connaissance du marché qu'on regardera beaucoup plus, par exemple du côté de Grand Lieu. Et puis après, il va y avoir tous les sujets propres à n'importe quel projet d'innovation. Est-ce qu'il y a une gouvernance claire dans le projet? Est-ce qu'il y a un modèle éco et un plan d'affaires? Comment vous allez faire vivre cette plateforme ou ce lieu-là sur le long terme? Comment vous allez aussi, et ça c'est important côté Sésame, pouvoir diffuser, valoriser tout ce qui va être découvert ou toutes les recherches et les technos qui vont être développés dans les lieux Sésame. Et puis après, des impacts, j'ai envie de dire, plus classiques en termes d'attractivité économique, d'emploi, de soutien au tissu industriel. Et puis bien sûr, toujours un lien avec la transition écologique et énergétique autant que faire se peut. Sur le calendrier, pour conclure, nous, on va être du coup sur cette 6e vague, celle de Grand Lieu d'Innovation clôture le 28 octobre, celle de Sésame le 30 octobre. Donc, si vous déposez un dossier, vaut mieux pas le faire au dernier moment. Sur les personnes sur Sésame ou sur Grand Lieu, ça va être les personnes qui sont habilitées à représenter soit l'établissement d'enseignement supérieur, soit l'entreprise, qui vont devoir justement signer cette fiche de demande d'aide et fournir un certain nombre de documents administratifs. Donc là aussi, ça impacte votre planning prévisionnel de dépôt du dossier, puisqu'il y a quand même un certain nombre de documents administratifs à faire signer par votre direction ou par les personnes habilitées à représenter votre entreprise. Donc il faut prendre ce délai-là en compte. Et enfin, donc les dossiers seront déposés le 28 octobre ou le 30 octobre. Après, il faut compter un délai d'à peu près 3 mois pour avoir une décision. Il y a le process que vous avez présenté qui est assez long à mettre en œuvre. Et nous, on fait en sorte, dans les 3 mois, que vous ayez une décision, qu'elle soit positive ou négative, mais que vous puissiez y voir clair. On vous a remis le planning récapitulatif, comme ça vous l'aurez aussi là-dessus. Il y a l'adresse de l'appel à projet sur le site de France 2030 BPI.
Donc là, vous allez pouvoir télécharger toutes les pièces, avoir le récapitulatif aussi du cahier des charges, les pièces à remplir, le dossier à remplir, et puis c'est là aussi que vous pourrez déposer votre candidature. On vous remet aussi le calendrier d'expertise, d'instruction, d'audition, et puis la contractualisation, voilà, qui interviendra courant 2025. On vous a remis enfin nos contacts, donc celui de Magdalena pour Sésame Filière et le mien pour Grand Lieu d'Innovation. Vous avez aussi les adresses qu'on vient d'évoquer sur les plateformes de nos appels à projets. Et puis, il faut surtout pas hésiter, c'est pour ça qu'on le fait en lien avec les pôles, à poser aussi des questions à vos pôles de compétitivité. Ils commencent à être rompus aussi à l'exercice et eux-mêmes pourront faire le lien avec nous. Voilà, merci pour votre écoute en tout cas. Merci beaucoup, Lucas. Merci, Magdalena. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Magdalena, encore ou... Peut-être juste une petite précision sur les pièces administratives dont a parlé Lucas pour l'évaluation de la solidité financière de l'établissement. Il y a une différenciation sur Sésame Filière entre les pièces requises pour les établissements publics, qui sont moins nombreuses que pour les structures privées, type fondation ou autres structures de valorisation. Donc, je vous invite à bien regarder ce qui est requis ou non en fonction de la typologie de votre établissement dans l'appel à projet, c'est précisé. N'hésitez pas aussi à nous contacter si besoin. Et puis également pour préciser sur cet aspect solidité financière que même si on est sur des établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour Sésame Filière, l'importance de ce modèle économique et d'assurer la pérennité à moyen terme reste essentielle. Donc, il faut aussi argumenter dans ce sens le positionnement par rapport à l'existence sur le territoire, vraiment comme si on était sur un dossier plus aval. Merci. Merci beaucoup pour les précisions. On a quelques questions, donc je vais vous inviter à y répondre. Déjà pour commencer, la présentation, elle vous sera partagée. Donc normalement, elle devrait être disponible d'ici un quart d'heure au téléchargement, donc depuis la plateforme directement. Je vous préviendrai quand ça sera le cas. La première question aussi, Lucas, si tu peux y répondre à voix haute aussi, parce que je vois que tu as répondu dans le chat, c'est quelle sera la prochaine vague en 2025 pour Grand Lieu d'Innovation et Sésame également, en fait, j'imagine. Oui, comme on vous le disait, on est à 2 vagues par an, donc a priori, sauf grande surprise pour Sésame et pour Grand Lieu, on sera sur, alors je laisserai Magdalena vous compléter, mais en tout cas sur Grand Lieu, on sera avec une ouverture février-mars et une clôture mai-juin 2025. On est phasé toujours, peut-être juste un petit peu après, type début mars, pour Sésame Filière avec une clôture en juin. Ok, très bien. Autre question, Magdalena, c'est pour toi, enfin pour Sésame plutôt. Quel est le budget qui est alloué à l'appel Sésame Filière pour cette relève-là? Alors, le budget est fluctuant puisqu'on rajoute petit à petit entre tas. C'est de l'ordre de quelques millions. Enfin, j'ai pas de chiffres plus précis. Si vous voulez, on a une enveloppe qui est plus globale sur de roulement sur à peu près 2 vagues et qui est répartie. Très bien, merci. Une autre question est, dans le cas particulier d'un grand lieu d'innovation qui est porté par une entreprise, mais qui intégrerait une plateforme technologique d'un ESR, est-ce que il est possible d'articuler en fait le projet pour bénéficier d'un grand lieu d'innovation et d'un Sésame Filière? Alors, c'est très rare et je ne crois pas que ça a été déjà fait de cumuler les deux. Dans la logique et idéalement, oui, ça serait possible. Après, Rodolphe, je crois savoir de quel projet vous voulez parler. Donc, on pourra de toute façon, si vous voulez, s'en reparler en direct parce que je vois la spécificité de votre projet-là. Globalement, pas forcément parce qu'en fait, on a aussi un sujet de bénéficiaires cibles, de degré d'ouverture. Et un Sésame sera peut-être moins ouvert qu'un grand lieu d'innovation. Un Sésame, ça traite plus amont qu'un grand lieu d'innovation. Et donc, du coup, successivement, sur 2 appels à projets, ça paraît compliqué de se dire que le Sésame se sera tellement développé, aura fait tellement la preuve de concept en R&D qu'on pourra tout de suite, dès la vague suivante, partir sur de la R&D appliquée et de l'ouverture à des acteurs économiques. Mais ça, à ce moment-là, si vous voulez, on se reparle tous les deux en direct. En tout cas, grosso modo, c'est très rare. Ça peut s'entendre, mais c'est au cas par cas. Et pour compléter aussi peut-être, je te laisserai rebondir là-dessus, Lucas, on m'a dit qu'il y avait 50% d'aides qui intervenaient, soit en subvention pour Sésame Filière, soit sous subvention et avance remboursable, mais les 50 autres pourcents doivent être apportés absolument en cofinancement et notamment au regard du régime des aides d'État.
Tu confirmes, Lucas? Merci beaucoup. Oui, absolument. On a encore une question, c'est concernant le sésame filière. Est-ce que c'est possible d'acheter du matériel sur les années 2 et 3 et est-ce que c'est toujours pris en compte justement par le financement de l'appel? Alors, c'est possible si on est dans le cas de l'annexe financière qui est structuration filière. Est-ce que vous pouvez revenir à cette diapositive, s'il vous plaît? En appui. Alors, j'ai plus le numéro en tête, mais on a la comparaison donc des deux types d'annexes. Et effectivement, sur l'item des investissements matériels, c'est un achat qui est après la date de clôture. Donc, pas seulement la première année, mais sur l'ensemble des 3 ans du projet. Et c'est un achat qui est pris en compte pour son coût d'acquisition hors taxe. Donc ça, c'est le cas de l'équipement qui est acquis au cours de la durée du projet dans cette annexe financière filière. Par contre, pour le cas que j'ai présenté de l'amortissement dans la R&D, qui est différent, donc ça peut être un équipement qui est acquis un petit peu avant ou au cours du projet, mais qui ne sera utilisé que partiellement pour le projet. Donc tout dépend de la nécessité totale du projet, de l'équipement au sein du projet. Très bien, merci beaucoup Magdalena. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions pour le moment. Je vois qu'il y a une nouvelle... C'est tout bon. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas encore à les poser. Lucas et Magdalena vont rester avec nous encore jusqu'à la fin, pendant la présentation du processus de labellisation des pôles de compétitivité. Donc voilà, vous avez encore un petit peu de temps s'il y a des questions qui vous viennent, ou si même vous avez des questions sur le processus de labellisation que je vais présenter tout de suite. Donc je ne m'étais pas présentée plus tôt, mais voilà, Denise Dupart, responsable projet chez Nextmove, donc le pôle de compétitivité de la mobilité et de l'automobile en Île-de-France et en Normandie. Alors voilà, pour soutenir vos projets, donc peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, donc peut-être qu'il y a des membres ou des non-membres également, mais en tant que membre des pôles de compétitivité, vous bénéficiez d'une expertise en fait, de la part de l'équipe opérationnelle. Voilà, donc une expertise en accompagnement de projet qui va être personnalisée selon votre projet, selon l'appel. Voilà, donc nous, on va essayer de vous aiguiller un petit peu, vous orienter vers ce qui correspond au mieux à votre projet. Donc, on a des équipes pluridisciplinaires qui ont plusieurs expertises dans les thématiques des pôles concernés. Et on est également, nous, en tant qu'équipe opérationnelle des pôles, soutenus par d'autres experts qui sont issus en fait des entreprises membres du pôle ou alors de nos partenaires qui vont en fait constituer des comités thématiques qui vont venir encore une fois accompagner les entreprises, leurs projets et ce processus de labellisation-là. Donc les pôles peuvent accompagner les projets selon diverses manières. Dans un premier temps, on peut faire des ateliers d'émergence de projets sur mesure. Donc ça va être selon les projets, ça va être selon les thématiques, ça va être plus ou moins grand en fait. On peut organiser vraiment des événements très précis sur une thématique précise, sur un appel précis, ou alors des événements un petit peu plus grands comme en février 2023 où les pôles on s'était réunis pour organiser Impulse. C'était un événement justement de matchmaking pour un appel à projet. Ça fait partie un petit peu des choses qu'on fait dans l'animation et qui vous permettent d'agréger en fait vos compétences avec des entreprises qui font partie du même pôle que vous ou alors d'un autre pôle si vous souhaitez déposer un projet multipartenaire. Les équipes suivent de très près les projets qui sont en émergence également. Donc en fait, on a vraiment une vue globale sur les intérêts de telle ou telle entreprise sur tel ou tel projet, ce qui nous permet de vous trouver vos partenaires si vous en avez besoin, si vous n'avez pas encore, si vous manque telle ou telle brique technologique pour votre projet ou telle compétence, eh bien nous on peut essayer de sourcer au sein de nos écosystèmes les compétences qui vous manquent, la technologie qui vous manque. Donc, ne pas hésiter à faire appel à vos référents au sein des pôles pour ces questions-là.
Et également, on tient vraiment une veille assez globale. Donc, les pôles bénéficient de liens privilégiés avec les financeurs, que ce soit la région, la BPI, etc. Et ça nous octroie un petit peu le fait d'avoir une prévue des sorties des appels et donc de vous aiguiller au mieux sur ces appels. Ça peut bénéficier aussi aux membres d'une information un petit peu up-to-date avec les newsletters qu'on vous propose tous les mois, avec également les événements qu'on organise pour vous présenter les appels à projets. Donc restez connectés sur ça. Voilà, donc suivez les newsletters, suivez également les présentations des appels qu'on fait comme ceci, et en interne également de nos pôles. Donc le processus de labellisation, qu'est-ce que ça signifie, quels sont les points qui vont être vus pendant ce processus-là. Donc vous allez en fait soumettre votre projet à votre pôle après avoir eu un échange en fait en amont pour qu'on puisse vous aiguiller selon votre projet vers le bon appel. Voilà, vous n'allez pas faire vite financer de l'achat de matériel sur un projet R&D. Donc voilà, on essaie vraiment de vous aiguiller au mieux. Donc vous pouvez avoir cet échange-là avec votre référent au sein de votre pôle en amont du processus de labellisation. Ensuite, on va vous aiguiller vers le bon comité thématique devant lequel votre projet va passer. Et ce comité thématique-là, donc ce comité d'experts techniques, va venir évaluer en fait plusieurs points. Va venir évaluer l'innovation, le positionnement par rapport à l'état de l'art du marché que les pôles ont bien en tête selon la thématique, selon le secteur du pôle. On va venir valider la faisabilité technique, le niveau de maturité annoncé, etc. Venir apporter en fait toujours des remarques constructives sur votre appel pour pouvoir l'améliorer et pouvoir déposer en fait un projet qui va être qui aura le plus de chances d'être retenu et d'être financé. On va venir justement challenger le projet, on va venir challenger les porteurs et les partenaires sur la stratégie d'accès au marché, encore une fois, qui est bien connue des experts des comités thématiques. Venir évaluer également la stratégie propriété intellectuelle, les barrières d'accès au marché, etc. Donc voilà, tous ces points-là, ils sont pris en compte dans l'évaluation de votre projet par les comités d'experts des pôles. Et à la suite du passage devant le comité qui est adéquat, ce dernier juge selon les critères évoqués si oui ou non le label va être décerné. Donc ce label qu'on vous décerne, il peut être décerné que par les pôles de compétitivité là. C'est vraiment en fait un gage de qualité auprès des financeurs. C'est un gage de confiance qui signifie que votre projet a été validé par tant et tant d'experts dans cette thématique. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez apprécié par les financeurs. Je pense que Lucas et Magdalena pourront aussi le confirmer un peu plus tard. Mais voilà, c'est vraiment un gage de qualité en amont du dépôt du dossier. Et ensuite, pour les jurys qui vont regarder vos dossiers, donc la BPI ou autre. Alors, on sait que certaines données des projets sont à caractère sensible et nécessitent en fait une certaine confidentialité. Donc, les pôles s'engagent justement à respecter cette confidentialité-là. Il y a une possibilité d'avoir accès à la liste des experts qui font partie des comités thématiques que je vous présente depuis tout à l'heure, et de refuser en fait s'il y a conflit d'intérêt pour vous, si vous estimez qu'il y a conflit d'intérêt avec un expert qui est de telle ou telle entreprise. Alors, c'est pour ça qu'on insiste aussi beaucoup pour que vous protégiez vos innovations avec des brevets. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher en fait de tout ce qui est juridique, de l'INPI. Il y a pas mal de pôles qui sont en partenariat avec l'INPI. Donc, n'hésitez pas encore une fois à faire appel à vos référents au sein des pôles pour avoir justement des contacts, avoir des échanges et voir comment au mieux protéger justement vos innovations. Et voilà, il n'y a pas de communication également qui va être faite de la part des pôles sur les projets sans votre accord. Donc voilà, des fois, en tant que pôle, on essaye de mettre un petit peu en avant les projets de nos entreprises, donc à travers des success stories, etc. Mais encore une fois, on attend toujours une validation en amont pour le faire. Donc voilà, donc tout ça c'était le processus de labellisation. N'hésitez pas à contacter vos référents en amont. Donc là, pour ces deux appels, donc Grand Lieu d'innovation et Sésame Filière, le temps est assez
court, on va dire, parce qu'on a 1 mois et demi devant nous. Donc, il faudrait commencer les démarches maintenant si vous souhaitez déposer un projet. Donc, vous rapprochez maintenant de votre pôle, du pôle duquel vous êtes membre, parce que le processus peut prendre un petit peu de temps. Ça prend du temps, du coup, d'avoir ces échanges avec votre pôle, de réunir le comité d'experts, de faire passer le projet, voilà, d'avoir un petit peu tous ces retours-là pour vous aussi. C'est beaucoup d'allers-retours entre vous et votre pôle pour qu'il y ait aussi les modifications, les améliorations qu'on vous a proposées pendant les comités thématiques qui peuvent être faites avant de décerner la labellisation. Donc voilà, il faut vraiment prévoir le temps, prévoir les allers-retours avec votre pôle référent. Donc nous, on essaie vraiment au maximum de vous apporter tous les retours constructifs. On connaît assez bien les appels. Les équipes opérationnelles des pôles accompagnent vraiment, c'est vraiment notre cœur de métier d'accompagner le dépôt de projet. Donc, on fait au mieux pour accompagner justement votre dépôt et apporter toutes les remarques qui nous semblent les plus pertinentes selon les critères d'éligibilité, selon les appels en fait, tout simplement. Donc voilà, on peut également vous accompagner sur d'autres aspects. On fait de la relecture annotée. On peut faire de la coécriture également. Donc pour certains pôles, ça va faire l'objet d'une tarification supplémentaire parce que ça va vraiment demander du temps en interne. Ça va solliciter en fait le temps d'une personne en interne. Donc voilà, mais on fait de la coécriture. Voilà, tout ça c'est annexe à la labellisation, mais la labellisation fait partie de votre adhésion au pôle, donc n'hésitez surtout pas à en profiter parce que voilà, encore une fois, c'est vraiment un gage de confiance de la part de pôle qui est décerné par les experts et c'est vraiment à valoriser devant les financeurs et devant les jurys des appels. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à faire appel à vos référents, donc je remets les contacts ici. Je vais voir s'il y a des questions sur tout ça, mais il ne me semble pas. N'hésitez pas si vous avez des questions. Lucas, Magdalena, si vous voulez rajouter quelque chose ou justement appuyer en fait le fait qu'il y a quand même de la valeur ajoutée à passer cette labellisation-là. Ah oui, absolument. Nous, Région, en plus, on soutient et on finance les pôles. Pour nous, c'est des relais essentiels sur toutes les filières et sur tout le tissu économique et de recherche. Et donc, du coup, un projet qui veut révolutionner telle filière sans mentionner ni avoir sollicité le pôle qui est sur cette filière-là, ça nous paraît tout de suite un peu déconnecté. Donc, c'est gage de sérieux. Et je pense que les 3/4 ou même 90% des grands lieux qu'on a financés avaient été labellisés par un pôle. Donc, c'est vraiment essentiel. Et pour rebondir et appuyer ce que disait Lucas, effectivement, c'est les pôles de compétitivité sont un acteur vraiment important de l'écosystème économique et en lien avec les institutions et les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche qui portent la voix de la filière, ce qui est très important pour ces appels, puisque à peu près tous les dossiers sont en capacité d'écrire, on va travailler avec plein d'entreprises, etc., éventuellement de fournir là je parle plutôt pour les établissements enseignement supérieur et recherche, de fournir quelques lettres de soutien d'une spin-off locale ou d'un partenaire, mais le fait d'avoir l'appui d'un pôle de compétitivité, ça dénote vraiment de l'intérêt de votre projet pour un très grand nombre d'entreprises derrière. Donc oui, c'est tout à fait recommandé. Merci beaucoup. Alors, peut-être, j'en profite pour vous donner aussi un petit complément. Donc, de manière complémentaire au webinaire d'aujourd'hui, qui permet vraiment de comparer les deux appels Grands lieux d'innovation et Sésame Filière, on a un autre webinaire, mais qui sera dédié Sésame Filière, qui est organisé par la région la semaine prochaine, donc mercredi 25 septembre à midi. Je vais vous mettre le lien d'inscription. Donc, voilà, une fois que vous aurez bien pu intégrer tout ce qui a été présenté aujourd'hui et réfléchir peut-être à d'autres questions, outre le fait, bien sûr, de nous contacter directement, c'est une nouvelle opportunité pour en savoir plus sur cet appel. Super, merci beaucoup Magdalena. N'hésitez pas à vous inscrire alors. Je pense que voilà, le lien est dans le chat. Ce que vous pouvez également faire avant qu'on clôture, c'est télécharger la présentation. Alors, vous pouvez la télécharger. Donc, vous avez les 3 petits points plus. Il y a un onglet partage de fichiers et vous pouvez directement télécharger le document là-dessus depuis la plateforme. Donc, n'hésitez pas. Je vous laisse encore 1 ou 2 minutes si vous avez des questions. Et sinon, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire si vous n'avez plus rien à ajouter, Lucas et Magdalena.
J'espère que tout ça a été clair, que ça a pu justement vous répondre à vos questions. En tout cas, de vous remercier à nouveau également pour l'organisation du webinaire, et ça rejoint ce qu'on disait sur la place essentielle des pôles de compétitivité dans l'écosystème. Merci à vous également d'avoir été présent pour présenter ces appels, parce que voilà, rien de mieux que vous pour répondre aux questions. Nous, on connaît bien les appels, mais voilà, répondre aussi finement à certaines questions, c'est peut-être pas forcément notre cœur de métier, donc voilà, merci beaucoup d'avoir été présent. Et de soutenir les pôles également. Autre, on va pouvoir tout doucement clôturer. Donc voilà, si vous avez téléchargé le document, n'hésitez pas à aussi prendre les contacts, encore une fois, à nous contacter. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup Lucas, merci Magdalena. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée.